Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau petit live Puissance Park. Pour le coup, on teste un truc avec Jean-Marc. Oui, j'étais en train de nettoyer la table, tu vois. Effectivement. Encore une fois qu'il n'y a pas de miettes de chips partout, c'est... Non, effectivement, en tant qu'on n'a pas de miettes de chips d'un des plus gros distributeurs français pour le coup. Donc bonsoir à tous. Et là, effectivement, et puis le mot qui va dans ça. Je suis désolé, je me suis planté, je repars tout de suite. Je vais me baisser un peu mon micro parce que je vois que Nainai a tendance à me prendre un peu trop de titres. Donc en tout cas, eh bien bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis avec Jean-Marc qui est d'ores et déjà en PLS après 6 minutes de live. Si, on est même très pas. bien. Non, 5 minutes de pré-roll et une minute de bonjour. Bonsoir, puissantes et puissants, j'espère que vous allez bien. Ensuite, merci à Nico Ciné qui a pris son 5e mois d'abonnement à Puissance Park. Merci Nico Ciné. Merci beaucoup à toi, en tout cas ça fait plaisir. Eh bien du coup, ce soir en fait on va faire un petit live assez tranquille. Juste Jean-Marc et moi pour le coup, les autres ne sont pas disponibles, mais vous salue bien bas tout de même. Pour le coup, eh bien ce soir, on va papoter un petit peu d'actualité. Ouais, il y a 2-3 sujets dont on avait envie de vous parler déjà, et puis on avait envie, déjà parce qu'avec Greg, on avait envie de se voir, et on se dit que parfois, de temps en temps, c'est pas mal de faire un live à deux, ça change un petit peu le format. Exactement. Et, c'est aussi une discussion à bâton rompu. Exactement, et puis voilà, bah, c'était l'occasion en plus de se revoir physiquement. Ouais, d'aller manger un morceau, et voilà, c'était très sympa. D'aller manger, d'aller déguster un petit coup au CJ local. Voilà, absolument. On n'est pas payé. Il n'y a pas de collaboration commerciale. Exactement, il n'y a pas de collaboration commerciale, sachant que nous, c'est vrai qu'on a pas mal de petits projets qui tournent là en ce moment, mine de rien. Comme vous le savez, on a pas mal de petites choses qu'on a déjà enregistrées avec l'équipe qui arriveront dans les prochaines semaines justement sur les canaux habituels de Puissance Park. Donc on espère que ça vous plaira. C'est essentiel. Ouais. Et quant à nous, ce soir... Oui, alors déjà, je suis là ce soir parce que ces prochaines semaines, dans le podcast, j'y suis pas trop. Effectivement, oui, c'est vrai. Et quant à moi, j'y suis, mais en touriste. Hein, donc voilà. Donc effectivement, oui, on compense comme ça. Non, mais on a quand même quelques très belles choses au four, qui sont pas encore tout à fait cuites, mais ça avance bien. Effectivement. D'ailleurs, si tu veux, je regarde un peu. Ah, là, si tu veux, on a un premier sujet qui commence à être bien chaud, là, si tu veux. En fait, on a beaucoup parlé sur Puissance Park du coup de Killer Coaster, la série. Sans blague. Et effectivement, on se demande bien pourquoi. On se demande pourquoi avec Jean-Marc, effectivement. À Midnight qui me dit c'est ton appli Twitch qui a décidé de péter un câble. Merci, j'ai eu peur. Merci à toi d'avoir vérifié. Oui, parce que alors pour une fois, on était à l'heure, on était techniquement prêt, on avait fait tous les tests, tout fonctionnait à merveille. Voilà, effectivement. Donc bon, là, c'était, ça aurait été con que la technique se chie dessus ce soir, quand même. Bon. D'ailleurs, bonsoir Fredo. On pense très fort à vous, les gars. Voilà. Yeah, n'est-ce pas ? Ouais. Et il n'y a pas de communication commerciale, mais c'est parce qu'on vous aime. Aucune, effectivement. On allait parler de Killer Coaster. Exactement. Donc on peut peut-être continuer à se mettre les images en fond pendant qu'on continue à discuter. Tu as parfaitement raison. Bouge la tête, effectivement. Hop, ah bah oui, j'avais pas synchronisé le... Voilà, faut qu'il synchronise le truc. Ça va arriver. Et non, c'était vraiment la bonne franquette ce soir. Oui, on le fait bonne franquette, mais comme vous le savez, voilà, on fait du simple mais qui marche. Voilà, c'est parti. On a du Killer Coaster en fond. Vas-y alors. C'est toi qui peux me poser des questions. Bah oui, en fait, c'est-à-dire que le point, on a beaucoup parlé de la série. Il y a eu beaucoup. Il y a des enjeux quand on est sur une plateforme comme Amazon Prime, enfin Prime Vidéo du coup pour le coup. L'idée, c'est que du coup, c'est faire un petit peu l'occasion aussi de parler avec la communauté, de parler un peu des arcanes de comment ça marche derrière, mais du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Ça n'a pas aussi bien marché qu'on l'espérait, très sincèrement. Comme vous vous en doutez, je ne peux pas vous communiquer les chiffres officiels, mais je peux vous donner des échelles de valeur qui vont peut-être vous permettre de vous en rendre compte. On avait fixé un potentiel d'audience. Combien de clients abonnés à Prime, donc le programme Prime, dans lequel est inclus Prime Vidéo, que maintenant on appelle Prime aussi, se connecteraient pour regarder la série, combien regarderaient la série jusqu'au bout, est-ce qu'il y aurait des personnes qui s'abonneraient exprès au programme pour regarder la série, est-ce qu'il y a des gens qui se réabonneraient, et ainsi de suite. Donc, comme vous vous en doutez, maintenant, avec toutes ces boîtes de tech, et surtout Amazon, et toutes les technologies qui sont accrochées à Internet, on peut tout savoir, mais vraiment tout savoir. Combien de gens se connectent, est-ce qu'ils vont regarder jusqu'au bout, quand est-ce qu'ils arrêtent, etc. Et fatalement, comme c'est rattaché au compte Prime, on sait qui vous êtes. Bah oui, automatiquement. Et voilà, on sait si vous êtes un monsieur de 50 ans ou une femme de 25 ans, tu vois, tout ça on le sait.
Donc, on avait un objectif d'audience et on a atteint la moitié de cet objectif. Voilà. Et alors, c'est bien parce que en termes de volume, si on considère le nombre de gens qui sont abonnés à Prime en France, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal de films qui sortent au cinéma qui font pas ce score. Bah oui. Voilà. Et je donne pas le chiffre, mais on parle en centaines de milliers de personnes qui ont regardé la série. On avait en revanche un palier intermédiaire qui était ce qu'on appelle un ajustement des risques, et on n'a pas atteint non plus ce palier-là. Si on avait réussi à atteindre ce palier-là, la série aurait peut-être pu se voir lancer en production d'une deuxième saison. Bon, voilà. Écoute, il y aura peut-être d'autres opportunités qui viendront. Peut-être d'autres opportunités. En tout cas, on n'est jamais à l'abri. En plus, il y a tellement de trucs qui parfois ont une seconde jeunesse simplement par un bouche à oreille qui se déroule, qui se déclenche bien plus tard, qui arrive. Regarde, alors bon, on peut pas aller comparer directement sur la qualité quand même. Killer Custer a quand même une qualité, un scénario et tout qui marche bien. Quand tu prends Event Horizon, le film, qui a relativement bidé à sa sortie, mais qui a maintenant culte complètement, qui est complètement culte. Donc finalement, tu sais, on est jamais à l'abri. Pardon. effectivement, mais voilà, qui a effectivement une seconde jeunesse. Il y a plein de films comme ça. Oui, mais alors, le truc, si tu veux, c'est que je pense que c'est la même chose chez nos aimables concurrents. Et Monadax qui dit qu'effectivement Mirapolis a pas réussi cet exploit. Oui. D'ailleurs, au fait, on a juste une indication de train de live, les amis. Donc, merci beaucoup à vous. Oh, merci. Ça fait plaisir. Mais comme vous le savez, on ne traite pas les gens ici. Donc, du coup, continuons. Oui, alors, ce que et en tout cas, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous envoyez. Ça fait plaisir. Toutes les plateformes, souvent, se basent uniquement sur les audiences du premier mois qui suit la sortie. Ouais. C'est-à-dire, en fait, vous faites une moyenne coulante sur les 30 premiers jours. Alors c'est pas une moyenne en fait, c'est vraiment c'est statistique. Sur statistique, on sait exactement combien de personnes par jour, combien s'additionne, combien de nouvelles personnes, combien et ainsi de suite. Et on voit au jour le jour, mais ça s'arrête à 4 semaines, à 28 jours. Voilà. Donc si il n'y a pas assez de gens qui ont regardé pendant les 28 jours, soit pour atteindre l'objectif fixé initialement, soit pour atteindre l'objectif de risque ajusté, eh ben tant pis, malheureusement c'est ça. Maintenant c'est dommage parce qu'il y a peut-être deux exemples, je ne me souviens plus des titres, mais je crois que ce sont des séries qui nous proviennent d'Amérique latine, qui au bout de 2 ans se sont mis à cartonner parce qu'il y a eu un cult following, et puis ça a été, et c'est reparti, mais c'est parti sur un autre support. Rappelez-vous, la merveilleuse série de science-fiction The Expanse, qui est jadis au départ une série de Sci-Fi Channel, qui a fait 3 saisons sur Sci-Fi Channel. Sci-Fi Channel a dit, ça nous coûte un pognon dingue. Il n'y a pas beaucoup d'audience, mais il y avait un tel cult following, c'est-à-dire une fanbase terrible, que c'est Amazon qui a repris derrière et qui a fait les saisons 4, 5, 6. Mais et c'est une des meilleures séries de SF qui soit, donc je vous le conseille. C'est dit vraiment, c'est pas de la pub, c'est vraiment génial. Du coup, il y a une question. Enfin, déjà, je reprends un peu on reprend un peu le chat aussi. C'est ça l'avantage, c'est qu'on est pour le coup, quand même avec tout le monde. Donc du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, voilà. Donc merci beaucoup à tous déjà encore une fois pour vos contributions. Et puis voilà, le Midnight qui nous a envoyé du coup, qui a rebalancé du Prime justement. Merci beaucoup, Midnight, c'est cool. On en profite pour remercier comme ça. Il y a du beat qui est déjà tombé. Donc merci beaucoup à tous. Par contre, du coup, Metadax qui pose une question effectivement qui sont pertinentes, c'est les retours. Comment faites-vous pour avoir déjà les retours un peu d'appréciation qualitative de la part des gens qui regardent? Ça va être la continuité qui regardent jusqu'au bout? On voit déjà le nombre de personnes qui ont regardé la série jusqu'au bout, donc on en déduit fatalement qu'ils ont apprécié, ou alors ils sont vraiment masochistes. Ou ils se sont endormis. Il y a toujours une perte. Tu sais, les séries qui vont jusqu'au bout, en général, l'audience elle est à 50%, ou entre 50 et 60% de son audience de départ. Il y a évidemment des gens qui vont jusqu'au bout, mais on fait rarement 100%, tu vois, sur les X épisodes d'une série. T'as toujours un taux de casse parce qu'il y a tous les misclics déjà de début. T'as en plus les gens qui vont accrocher sur le truc. Puis à un moment, pour toutes les séries, même les plus grosses, c'est toujours comme ça. Donc là, on est sur quoi à peu près sur Killer Custer? Ça a donné. On est sur les mêmes stats. On est sur les mêmes stats à peu près. Donc elle est appréciée de la même façon. Appréciée de la même façon. Maintenant, on regardait aussi les retours sur les réseaux sociaux. Alors, passer la vague
quand on a lancé l'affiche, quand on a lancé la bande-annonce, de gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde, enfin les haters habituels des réseaux sociaux, Surtout, oh là là, la famille Lamy, c'est du népotisme, etc. Ben non, nous, ça nous amusait justement de rassembler pour la première fois les 3 membres de la famille Lamy, tu vois, ça n'avait jamais été fait encore. Ah là là, encore du cinéma français, voilà. Bon. Passé ça, les gens qui regardaient, on avait des retours parce que on se suit les uns les autres avec l'équipe de Killer Coaster, que ce soit les comédiens, les équipes techniques, on se suit sur les réseaux sociaux. Donc on voit les retours de gens qui sont dans leur cercle à eux, mais pas dans nos cercles à nous, et on voit les retours de gens des cercles des autres personnes. Donc il y a des retours positifs. Les gens ont trouvé la série drôle, un petit suffisamment de suspense et une intrigue suffisamment solide, tu vois, pour regarder. Et cliffhanger, quoi. Et puis ce cliffhanger, effectivement, ce cliffhanger à la fin, et dans quelques années, peut-être que je pourrais vous raconter la suite, tu vois, si on verra. Voilà. En même temps, ensuite, c'est dans beaucoup d'années, parce qu'une suite peut être mise en chantier n'importe quand. Quand tu vois le nombre de séries qui sont ressuscitées au bout même de 20 ans. Voilà, on se dit pourquoi pas. Hein. Peut-être que Killer Coaster sera ressuscité un jour. En tout cas, moi, je persiste à dire que c'est un des plus chouettes projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler dans l'audiovisuel. J'ai rencontré plein de gens formidables et j'espère un jour retravailler avec eux. Voilà. Bah, c'est parfait. D'ailleurs, à ce propos, les retours au niveau justement de la profession, qu'est-ce que ça donne? Parce que je peux comprendre qu'il y avait peut-être un petit quelque chose, non, une petite nomination, non Ah, tu fais bien de le dire. Accessoirement, il n'y a pas que, voilà, là on parle des retours publics, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui va devoir aller, va aller assister à une cérémonie. Ouais, absolument. C'est que, alors, peut-être vous ne le savez pas, mais en France, on a 3 gros festivals de télévision. Il y a Cannes Série, donc qui est à Cannes. Oui. Ça, vous l'aurez compris. Et qui fait des séries. Qui passe des séries. Il y a La Rochelle. Cool. En plus, ça, c'est cool. C'est pour un tueur en série. Donc, un tueur en série. Voilà. Bien joué. Pas mal. Voilà. Merci. Je fais ce que je peux. Je suis claqué. Il y a le Festival de La Rochelle, qui est le festival de la fiction française, donc qui est majoritairement des unitaires ou des séries. On a d'ailleurs fait l'avant-première de Killer Coaster au Festival de La Rochelle. Et je dirais que l'un des plus emblématiques, c'est le festival Sérimania, qui a lieu à Lille. Et c'est des festivals. Cannes, c'est très professionnel. La Rochelle, Lille, c'est très très axé public. Et ça, c'est chouette parce que tu peux avoir les réactions à chaud des gens qui viennent voir tes pilotes ou voilà. Ça permet de tâter un peu la température. Quoi. Voilà. Or, il s'avère que dans le cadre de Sérimania, donc le festival qui est à Lille, qui se déroule au mois de mars en général, le prochain démarre le 15 mars 2024. Nous ouvrirons d'ailleurs avec notre nouvelle série policière le festival Sérimania, mais ça on en parlera une autre fois. Ça n'a plus grand-chose à voir avec les parcs, hein, mais bon, effectivement. Il s'avère que Sérimania décerne des trophées qui s'appellent les éclats. Et le public est appelé à voter en ce moment. Je crois que les votes sont ouverts jusqu'au courant décembre. Et déjà, je fais coucou à Mégane et Alyosha, qui sont les 2 jeunes comédiens de Salade grecque, qui est aussi une série que j'ai post-produite pour Prime. Et Nicolas Lange, le réalisateur de Killer Coaster, est nommé comme révélation réalisateur de l'année. Donc, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré Sérimania éclat. Vous arrivez à la page, allez voter pour Nicolas Lange, s'il vous plaît. Voilà. Cordialement. Cordialement, la production. Exactement, littéralement. Mais non, bah écoute, bah tant mieux. On verra bien ce que ça donnera pour le coup, pour tout ça. Je reprends un peu le chat pour le coup, pour le... Depuis... Alors, il y a Filmo qui nous a qui a mis un Merc Transdémonium 20 ans dans sa liste de Noël. Bon, bah merci Filmo. Très bon choix, car je le rappelle, la collection Transdémonium n'est disponible que jusqu'au 31 décembre 2023. Faut vraiment que je foute une musique télé-shopping. Il y a des casquettes, hein, si vous l'avez pas encore... Attends, si tu veux, attention, j'ai un truc pour ça. Voilà. Oui, avec ça, voilà. Là, c'est mieux. Ouais. Il y a des casquettes, des mugs, des coussins, des housses de couette, des super t-shirts, sweatshirts, etc. Mais vous avez aussi les produits qui sont marqués au fer de notre beau monogramme Puissance Park. Effectivement, pour ceux qui veulent avoir un P sur la poitrine, voilà. On rappelle qu'on ne fait pas de string ou de slip avec le P sur le cul. Toujours pas, on ne le fera toujours pas, ce n'est pas au programme. Continue à prendre un petit peu, justement, Mathieu qui disait, voilà, je me suis dit, bah tiens, je regarde 4 épisodes ce soir, finalement il a regardé 8 dans la même soirée. Bah, top. Bah voilà, c'est super ça.
Madadax qui complétait justement avec le fameux cinéma français hautement réputé. C'est horrible de dire ça en France aujourd'hui, quand tu sors un film vendu comme Made in France, ça peut en buter plus loin, c'est vrai. Mais je me rappelle de ce sketch au Guignol, tu te rappelles, oui, vous avez parodié justement, ils avaient fait un Disneyland du cinéma français, ils avaient fait le Space Mountain, pars vite et ne reviens jamais. Un truc où tout le monde est en train de s'emmerder dedans. Et le truc, c'est que c'est un tort de se mettre des œillères comme ça, parce que des films français, il y en a des vachement bien. Oui. J'ai vu en avant-première un film d'horreur qui s'appelle Vermine, qui sort à Noël, qui est super. Vraiment J'avais super. kiffé, alors je sais pas s'il est en production 100% française ou si c'est une coproduction. Il y avait Le Chant du Loup, qui était génial. C'est magnifique, Le Chant du Loup. Boîte génial. Noire, Boîte avec Noire, Pierre Ninet, c'est incroyable. Très Et sympa. même dans les trucs récents, il y a des trucs... Le règne animal, c'est formidable. Bernadette, c'est anecdotique, mais c'est très rigolo, tu vois. Le Dupontel, qui s'appelle donc Second Tour, c'est pas son meilleur film, mais c'est quand même vachement bien, parce que Albert Dupontel est un excellent réalisateur. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Je me suis fait un petit moi j'aime bien Tu t'es fait un plateau. je me fais un plateau, j'aime bien rattraper, parce que j'étais dans ma forteresse provençale dernièrement, et j'ai un cinéma municipal qui est à 5 km de chez moi, et donc je vais rattraper les films comme ça, parce que j'ai une carte d'abonnement. Et les films français, il y en a des biens. Donc, oui, il y en a, bien entendu. Après, et même du grand spectacle, hein, les Trois Mousquetaires et donc Milady, le deuxième volet qui sort aussi pour Noël, c'est vachement bien. Hein. Bah, voilà. En plus, c'est vrai qu'en plus en France, on a quand même des studios qui sont sacrément doués, même en animation. Gueule Noire, film d'horreur de Mathieu Turi qui sort prochainement, qui est vachement bien aussi. Bah voilà, hop, j'ai bien. Comme ça, on arrose un peu tout le monde chez Puissance Park, c'est une bonne chose. Je continue à prendre un peu. Alors, Midnight qui disait justement le cinéma français produit de superbes trucs. En plus, je pense notamment au Chant du Loup. Bah voilà, effectivement. 10% ou le Bureau des légendes niveau série. Bureau des légendes, c'est top, évidemment. Voilà, donc encore une fois, c'est pas une question que ce soit français ou pas, c'est une question du talent. Qui demandait ça? Il y avait Midnight qui disait... C'est Midnight. Alors Midnight, juste un petit conseil, si t'avais aimé le Bureau des légendes, il y a sur Prime une autre série que j'ai post-produite qui s'appelle Totem, qui hélas n'a eu qu'une saison également, mais qui est une série de rétro-anticipation, qui est un truc d'espionnage qui se passe dans les années 60 avec le Star Wars de l'époque, c'est-à-dire qu'il y aurait-il des bombes russes en orbite autour de la Terre, etc. Ouais, le projet de bouclier en fait, puisque voilà, c'est Ronald Reagan qui l'avait appelé comme ça, mais il y avait déjà des projets de bouclier nucléaire en orbite de toute façon depuis très très longtemps. Donc cette série qui s'appelle Totem, qui a en partie été conçue par des gens qui avaient fait le Bureau des légendes. Donc ça pourrait t'intéresser. Voilà, et Midnight qui répond je connais pas, pour acheter un petit coup d'œil à tout ça, ce sera très bien. Alors, une belle série avec plein d'effets spéciaux et tout. Voilà, ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonsoir Vador, déjà aussi. Vador, salut. Voilà, Nino Ciné aussi, le film français est très riche et varié. D'ailleurs aujourd'hui, il y a Mars Express, un film d'animation science-fiction. Absolument. Je l'ai pas vu. Ouais, j'en ai entendu le plus grand bien. Il faudrait que je me réintéresse un peu au cinéma en fait, parce que finalement je me rends compte que je passe à côté de plein de films, j'ai pas trop d'intérêt à y aller, mais effectivement il y a plein de trucs qu'on peut aller faire. Alors du coup, on parle de quoi de bon? On fait de l'actu ce soir. On fait de l'actu et la première actu c'était que Killer Cluster avait pas très très bien marché, donc voilà. Voilà. Ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des satellites, des canons, ça c'était. Souris Viandeur qui sait... Il y a un Mika, il y a un bon Mika. Bonsoir Star Tours Last Lunch. Ah oui. Non, c'est une équipe à deux ce soir pour le coup. On fait simple pour le coup. Mais merci Souris Viandeur d'ailleurs pour ton réabonnement. Ça fait plaisir. Riab. Riab. Je sors de Riab. On pourrait parler de Riab, mais non pour le coup. Celle de Space se fait toujours attendre. Bref, détruisez-moi ce truc. Refabriquez-le. Bref, écoutez, si on passait à un deuxième sujet, à moins que tu aies encore d'autres choses à rajouter. Non. Là, ça va. Je veux dire, on a suffisamment parlé de Killer Cluster sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu, il y a une super interview du réalisateur Nicolas Lange sur notre chaîne YouTube. Effectivement. Et donc, du coup, voilà, en fait, c'est surtout pour pouvoir boucler la boucle sur ce truc-là, parce qu'on avait dit qu'on donnerait des nouvelles. Donc, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Maintenant, ce soir, on a deux autres actus, lesquels on a envie de parler. Bien sûr, si vous avez des idées, des trucs desquels vous voulez qu'on papote, balancez dans le chat, il n'y a pas de souci. Alors, on s'est dit avec Greg qu'on n'allait pas vous rebassiner avec les images de l'IAPA qui a eu lieu la semaine dernière. Parce que il y a plein de gens qui y sont allés, même des Français. Les réseaux sociaux ont été arrosés d'images.
Ouais, on a tous vu la révélation de la voiture de Falcon's Flight. On a tous vu le coaster en forme de saucière de grévy pour Holiday World. On a vu le Junior B&M sur les pingouins. On les a tous vus. On avait l'impression que ce serait un petit peu du réchauffé. Si on en parlait ce soir. Donc voilà, il y avait plein de choses intéressantes, plein de choses excitantes. Oui, on a tous vu la première voiture de Top Thrill 2. Mais bon, il est beau le train. Il est beau le train. Le train est beau, le coaster, bon, c'est moins ma came, mais au moins c'est bien que c'est bien qu'ils fassent cette réhabilitation justement pour amener cette nouvelle technologie. Ah non, mais tout le monde est aux aguets là. Hein. Est-ce que Zamperla va remporter le pari? Est-ce qu'ils vont délivrer ou pas? Enfin, délivrer, oui, ils vont. Oui, ils vont délivrer. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce sera bien? Encore une fois, on disait précédemment que c'était pas c'était un enjeu, mais pas un si gros enjeu que ça, parce que mine de rien, le circuit est quand même pas complexe. C'est complexe technologiquement parlant, mais le circuit, c'est une montée, une descente et sur un ovale. Donc, non, le plus complexe, c'est le transfer track. C'est leur grosse innovation. Ouais, mais ça, ils savent faire. Rapide, bon. Je suis pas très inquiet, mécaniquement, tout le monde à peu près sait faire ça. C'est savoir est-ce que le train va vraiment résister à ce type d'accélération. Ça va être le seal of approval, tu vois. Ah ouais, surtout qu'effectivement, le Top Thrill 1 avait déjà eu son accident avec une personne, où il y avait un morceau du train qui s'était détaché. Oui, dès le début, hein, puisque au début, rappelle-toi, il y avait un gros faux moteur, etc. Tout ça, ils l'ont viré au fur et à mesure. Les Zero-Car ou bien les accessoires sur les coasters, généralement, ça tient pas. En Lightning Rod, lui aussi, on a fait les frais. Il y a eu beaucoup de... Lightning Rod, voilà. Ça va être intéressant à suivre aussi, parce que dans la mesure où ils enlèvent donc le lift à magnet, est-ce qu'il y avait une rumeur qui disait ils vont peut-être rester sur un lift peut-être à 2 chaînes, s'enchaînant l'une avec l'autre, et aller plus haut, de sorte que tu sais, en haut du lift catapulte de Lightning Rod, t'as un dip, puis t'as une bosse, puis t'as enfin le first drop. Et il y a des rumeurs qui courent comme quoi ils prolongeraient le lift pour se mettre dans l'axe du drop pour qu'il y ait un drop encore plus élevé. Bon, donc on va voir. Sinon, ils vont juste mettre des chaînes sur le lift et basta, quoi. Cela dit, maintenant, on fait des lifts à chaîne très très rapides. Hein. Ouais, surtout depuis un bout de temps maintenant, sur les Wooden, t'as même déjà depuis très longtemps les lifts à chaîne qui accélèrent progressivement, absolument, ce qui met moins de stress à l'accroche. Justement, puisque tu accompagnes déjà au lieu d'avoir une chaîne qui va à fond où il faut que le dog arrive à accrocher le truc. Donc, non, pour le coup, à voir, donc. Et justement, on a parlé de... un truc... On a parlé de Top Thrill 2 et... Top Thrill 2, il est dans un parc qui s'appelle Cedar Point. Cedar Point, à Sandusky, dans l'Ohio, est un parc qui appartient au groupe Cedar Fair. Et Cedar Fair vient de fusionner avec Six Flags. Vient d'eux il y a quelques semaines maintenant. Oui, il y a quelques semaines, mais comme ça, évidemment, tout le monde en a parlé, mais que nous, on n'avait pas abordé le sujet encore. Nous, on avait envie aussi de vous faire part de nos sentiments, nos impressions, nos espoirs et nos craintes, pour être tout à fait honnête. Déjà, si on peut avoir l'espoir que Cedar Fair va faire quelque chose pour Six Flags America et pour Saint-Louis, ce serait bien. Alors, j'ai pas dit raser les parcs, mais investir en masse pour en faire quelque chose. Quoi, moi, je ne repousserai pas l'option de fermer certains sites. Peut-être. Tu vois. Pour récupérer certaines machines. Pour récupérer quelques machines qui sont valables. Parce que si vous avez écouté et ou regardé notre épisode sur Six Flags Saint-Louis, qui était avec la participation de Nubik, et puis sur America aussi, et Six Flags America aussi, et ce qui est terrible, c'est que moi Six Flags America, je l'ai connu quand ça s'appelait Wild America ou un truc comme ça, enfin son nom précédent. On me corrigera dans le chat, j'ai oublié le nom, et j'ai pas envie de regarder sur mon téléphone. Donc c'est un parc qui est à proximité de Washington DC. Vu ce que c'est devenu, ça fait pleurer. Alors que c'était des chouettes parcs avec des chouettes machines. De Wild One, qui est donc le coaster en bois de Six Flags America, il date de 1917. C'est une pièce de musée, donc il faut le respecter, ce jouet-là, tu vois. Faut pas lui passer dessus comme ça, quoi. Et voilà, tout le monde lui est passé dessus, sauf le train, et encore j'étais dedans, c'est bien connu. Et donc ça fait mal au cœur, et les comptes rendus que nous ont fait nos petits camarades me font encore plus mal au cœur, parce que moi c'est à Six Flags que j'ai découvert la vraie passion de la grosse machine il y a
personne n'était né dans cette assistance. C'est l'ADN de Six Flags, Voilà. parce que même moi-même, lorsque j'ai entendu parler de Six Flags la première fois, même quand... En fait, ça remonte à quand? Ça remonte à l'époque à laquelle ils étaient en train d'ouvrir, de rebrander Belgium et Hollande. Donc, fin des années 2000. Allez, années voilà, 2000. année voilà. 2000, puisque il y avait RCT2 qui sortait avec le sponsorship Six Flags, il y avait tout ça, il y avait un gros push marketing sur l'Europe pour le coup, puisqu'ils avaient deux destinations, enfin bon, voilà, les grosses... Ah, ils en avaient plusieurs, mais ils en avaient Et deux puis, qui les avaient deux vraiment Voilà. estampillé Six Flags. Voilà, ils avaient vraiment le nom, etc. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais vu le truc passer, j'étais pas non plus ultra fan, comme aujourd'hui je peux l'être, à connaître un peu plus de choses. Mais c'est vrai qu'avoir vu ça, je me disais, oh, Six Flags, moi de ce que j'en entendais, c'était les machines qui font 200 mètres de haut. Enfin, tu vois, en gros, c'était... Oui, mais c'est les gros coasters. C'est ouais, les gros ça. coasters, c'est le parking à coaster. Et c'est vrai que, mine c'est une image dont ils peuvent pâtir, parce que certes, le public peut être avide de sensations fortes, mais très rares sont ceux qui reviennent sur des machines à sensations, là où des machines à immersion, quelles qu'elles soient, vont parfois, peut-être à mon avis, tendance à avoir une plus grande fidélisation de leur clientèle. Parce que tu peux avoir envie de faire découvrir ça et tu vas pouvoir toucher plus de monde. Ouais. Si tu vas sur un, allez, qu'est-ce qu'on peut prendre comme machine qui soit très... mettons, imaginons Tron. Tron à Disney, hein, en Floride, etc. C'est une machine qui est un coaster avec quand même du launch, etc. C'est du Family Plus, on va dire, en termes d'axe de positionnement. Et du coup, en fait, derrière, une fois que tu l'as fait découvrir, il y a plein de monde à qui tu peux le recommander. King Daka, non, c'est pas un coaster de petite fille. Hein. Voilà, faut des cogonesses pour monter dans la machine, quoi. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en fin de compte, c'est peut-être quelque chose qui, certes, peut marcher vis-à-vis d'une clientèle jeune, mais quid de la clientèle après, quand elle grandit. C'était tout le nœud du problème qu'avait Michael Eisner avec Disney, justement. Ouais. C'était justement, on n'attire plus les jeunes. Quand il est arrivé dans les années 80, on n'attire plus les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain avec leur famille. Ouais. Pose un problème. Donc du coup, d'où les projets que vous avez vus pour rajeunir, Star Tour, Captain EO. Vidéopolis à l'époque. Oui, je parle de celui de Disneyland, qui était la discothèque, lieu de concert, etc. Ils avaient même créé un groupe de rock. Il y a un épisode de Defiantland là-dessus qui est vraiment génial. Exactement. Encore une fois, c'est pas un épisode qui donne nécessairement très envie de le voir, mais regardez-le. Qui est très passionnant d'un point de vue historique quand on s'intéresse à l'histoire des parcs, absolument. Exactement. Et oui, du coup, le Vidéopolis qu'on a nous chez nous, qui était plus une sorte de piste de danse, c'est la raison pour laquelle tu avais Rock Shock comme premier spectacle, ou l'un des premiers spectacles justement sur Vidéopolis Theater. Ça faisait pas très rapport avec Jules Verne, mais en fin de compte, c'était l'ADN de ce qu'était l'attraction Vidéopolis, quoi. Mais oui, il y avait toute cette problématique-là. Et du coup, aujourd'hui, ce merge entre Cedar Fair et Six Flags, la marque Six Flags, elle est forte. Elle est très forte parce qu'aux États-Unis, dans le monde entier, c'est Netflix qui est la marque la plus connue maintenant. Ça joue avec Apple, je suppose aussi, non? C'est un taille. Netflix, c'est même plus maintenant. Hein. En revanche, là, aux États-Unis, la marque Six Flags fait partie des marques les plus connues du pays. Ah oui. Parce que vu le nombre de parcs qu'ils ont d'est en ouest. Bah oui, c'est ça. Et même quand ils ont été très très agressifs dans les années 80-90, à l'époque où il n'y avait que 6 ou 7 parcs. Ouais. Puisqu'ils basaient leur publicité, déjà ils avaient les Looney Tunes et commençaient à faire rentrer les personnages DC Comics. Oui. La publicité était basée sur le fait que c'était plus grand que Disneyland et plus proche de chez vous. Si vous vous rappelez de ce Radio Puissance Park, il y avait des publicités de Six Flags qui disaient ça littéralement, c'est de la pub comparative. Mais ça, c'est autorisé aux États-Unis, c'est pas vraiment autorisé en France. Donc eux, ils disaient, voilà, on a plus de parcs, on est plus proche de vous, et les parcs sont plus grands, donc c'est mieux, tu vois, c'est qui a la plus grosse quand même. Hein, exactement, oui. Et en fait, là, le truc, c'est qu'effectivement, oui, Mr. Six, bien entendu. Ça, c'est même plus tard. Ça arrivait plus tard, avec les Venga Boys. Exactement. Et donc, du coup, oui, alors on prend un peu le chat pour le coup, effectivement. Donc, Zampala se frotte les mains avec King Daka qui va y passer, ça, pas encore confirmé, il me semble. C'est pas confirmé pour l'instant. King Daka a des problèmes techniques évidemment, mais peut-être moins que Top Thrill Dragster. Puisque après, en même temps, là maintenant, vu que c'est le même groupe, si effectivement Top Thrill 2 est une réussite technique, ce qui reste à voir, à prouver quand même, oui. Clairement, tout ce qui est Strata Coaster, enfin les trucs comme ça, vont certainement avoir un petit pack upgrade. Coucou, en fait, on peut faire ça avec votre Strata.
Donc voilà. Mais quand tu prends Madanax qui dit quand tu prends Viper à Magic Mountain avec son thème mexicain peu à peu effacé, les Mr. Freeze. Oui, moi les rides d'ici surtout. Les rides d'ici quand tu prends Mr. Freeze, quand tu prends bon Joker non, mais l'autre là, comment il s'appelle Batman The Ride. Ouais, les Batman The Ride, ce genre de truc, effectivement, mais où il y avait des ersatz, des tentatives déjà de ça. Ils ont essayé aussi avec leur ride, leur Dark Ride interactif. À Battle for Metropolis. Battle for Metropolis. Bon, c'est vrai que Valentin et dans le podcast, on dit qu'effectivement, oui, voilà, mais me concernant, voyant les images en vidéo, je trouve pas ça plus vilain non plus que non, c'est pas vilain, mais on n'est pas d'un niveau d'Universal ou d'un Disney, oui, c'est clair, mais on est quand même sur un truc interactif, il y a des figurines animées, il y a des trucs, voilà. On a les cases à cocher du Dark Ride sont cochées, quoi. Donc, donc il y a des tentatives qui ont été faites. Après, oui, là, le problème, c'est que clairement, Cedar Fair cherche une marque d'appel, pour ça qu'eux gardent le nom Six Flags. Oui, puisqu'en fait, ils vont garder le nom Six Flags, c'est-à-dire Cedar Point ne va pas s'appeler Six Flags over Cedar Point, ce sera Cedar Point, et peut-être en dessous, Six Flags Park, voilà, ou un truc comme ça. Donc, est-ce qu'ils ont ont certainement aussi appris un petit peu, enfin, c'est plus du tout la même structure que celle qui avait ouvert à Six Flags Europe. Mais ils ont quand même cette historique-là, je pense qu'ils ont aussi peut-être appris. Non, mais il faut pas oublier que Six Flags, ils ont dévoilé le bilan, je sais pas combien de fois, depuis que ça existe, parce que c'était quand même un fonds d'investissement au départ, qui s'est transformé en Premier Parks, où ils ont racheté des petits parcs aux États-Unis petit à petit. Quand Six Flags a été en péril, pareil, ils sont jetés là-dessus, les réinvestis. Donc, Premier Parc s'est transformé en Six Flags Incorporated. Et puis, ils ont redéposé le bilan une ou deux fois. Et puis, c'est pas la gestion récente de l'actuel CEO qui voulait absolument en faire des produits haut de gamme, entre guillemets, en réclamant un prix premium. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Sans faire l'effort de développer les produits, à part mettre un pauvre manège de chez Chance Ride ou un truc comme ça. À part, alors on peut exclure Six Flags Great Adventure, donc qui est à Chicago, qui est dans le New Jersey. Over Texas aussi, Six Flags Over Texas. Fiesta Texas, c'est pas mal. Six Flags Great America, qui est à Chicago et Magic Mountain. Même si Magic Mountain, dernièrement, je trouvais qu'il y avait quand même du laisser-aller en termes d'entretien. C'est le problème de la médiocrité, c'est que ça finit par contaminer. Pour moi, je veux dire, qui est connu Magic Mountain dans les années 80, c'était le parc de référence pour les grosses bécanes, tu vois. Mais c'est là-dessus que toute la marque Six Flags est construite, en fin de compte, parce que effectivement... Ils se sont tellement focalisés sur gagner du pognon au détriment de l'expérience client. Ça me rappelle encore quelqu'un, ça. Je ne le citerai pas, mais que du coup, les produits se sont réellement détériorés. Ils ont quand même augmenté les prix. Alors, les clients sont un peu cons parfois aussi, parce qu'ils continuent à y aller. Mais c'est compliqué parce que, regarde, par exemple, je vais prendre un exemple tout con, le parc dont nous tairons le nom, malgré le fait que je suis pas en accord avec leur politique, j'ai un pass annuel valide à l'heure actuelle, parce que tu as un attachement, en fait, émotionnel qui vient de ça. Le problème, c'est quand tu es attaché à un produit, parce que c'est la nostalgie qui t'y rattache, et pas parce que et pas à cause de son avenir. Aujourd'hui, tu prends du Six Flags, par exemple, c'est vrai que Six Flags n'est pas une marque. Je me dis, si tu me donnes le choix d'être dans un parc Six Flags, moi, je vais pas y aller. Je me dis, non, les machines, il peut y avoir peut-être 2-3 rides qui vont y avoir, mais pour payer l'entrée d'un parc qui va être à 60-70 balles, des trucs comme ça, pour finalement faire 4-5 machines, j'ai une très mauvaise expérience de Walibi Holland, parce que finalement, Walibi Holland, qui était exactement, en fait, il a gardé cet ADN Six Flags. Il avait gardé, Il l'a gardé, même s'il y a de l'IP Walibi qui a été remise dessus, plus ou moins, et Qui était un Walibi au départ. Walibi, Six Flags, Walibi derrière. Ça fait penser, tu sais, c'est un Mium, c'est Remium derrière. Ou Mio, Scorpion. C'est ça, voilà. Mais du coup, pour le coup, j'ai pas passé un bon moment dedans parce qu'effectivement, oui, ça parle aux très jeunes ou aux gens qui ont envie d'aller se foutre sur Goliath, ce genre de trucs. Ça a bien été le problème, surtout d'ailleurs de Walibi, de Six Flags Holland à l'époque. Petit récap, j'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, mais quand les parcs ont ouvert, tu pouvais acheter ton pass, grosso modo, je vais dire des chiffres approximatifs, mais ça vous donnera une échelle. Tu payais ton ticket d'entrée l'équivalent de 30 €. Le pass annuel en valait 50. C'est-à-dire que tu pouvais ensuite ramener ton ticket d'entrée, filer 20 balles de plus, et tu avais le pass annuel. Pass annuel qui te donnait accès à
tous les parcs d'Europe. C'est-à-dire qu'il te donnait accès à Walibi Belgium, à Bellewaerde, donc Walibi Hollande, Walibi Rhône-Alpes, etc. Walibi à l'époque Sud-Ouest, avant que ça devienne. Je trouve que c'était des. Je trouve qu'on faisait encore partie. Oui, oui, il faisait peut-être encore partie. Ben voilà. Et donc c'était en plus. Non, il n'y avait pas le parking gratuit. Non, faut pas donc tu avais ça. Mais ce que tu voyais, et ça j'en avais parlé avec quelqu'un qui travaillait à l'époque à Walibi Hollande, c'est que les jours de off, genre l'équivalent du mercredi chez nous, je sais pas s'ils ont l'équivalent du mercredi aux Pays-Bas, mais l'équivalent du mercredi, tu avais des colonnes de bagnoles qui arrivaient le matin, les portes s'ouvraient, les ados débarquaient, les parents repartaient. C'était la garde. Les ados, ils avaient leur passe annuel, ils passaient la journée sur le parc, mais le problème des ados, c'est qu'ils dépensent pas leur pognon. Ouais, et puis surtout Donc les parcs étaient blindés, avec une clientèle, on va dire, incivile, turbulente. Tu me parlais d'ados, j'aurais dit le problème n'est pas le manque de dépenses de pognon, le premier problème. Non, mais généralement. Je parle pas de tout le monde, bien sûr. Mais du coup, on se retrouvait avec une expérience. Pour quelqu'un qui arrivait visiter le parc dans des conditions ordinaires de parc, genre je paye mon billet d'entrée, je vais manger sur le parc, je vais peut-être acheter un souvenir et une confiserie, l'expérience visiteur, elle était catastrophique. Ah bah non. Donc, les parcs étaient blindés, n'étaient pas rentables. Voilà. Bah, exactement, un petit peu comme l'époque où Disney avait fait du remplissage avec les passes annuelles offerts à tout le monde. Ouais. Du coup, des gens qui rentraient dans le parc, c'est très bien, hein, mais le problème, c'est que les gens ne consommaient pas du tout dans le parc, et donc ça ne faisait pas vivre, et donc c'était juste pour arranger les chiffres pour Ratatouille, pour financer Ratatouille. Mais du reste, non. Je sais que tu as cité le nom. De celui dont on ne devait pas citer le nom. Oui, bon, ça va, je vais pas dire en complet. Et puis ça va, on s'en fout, on est mercredi soir. Ouais. Mais par contre, non. Sans déconner sur cette histoire-là avec Six Flags et Cedar Fair, c'est vrai que c'est très intéressant de se pencher un peu sur ce cas, en fait. Parce qu'on est face à deux extrêmes. Pas deux extrêmes, mais deux plateaux de balance qui sont quand même assez opposés. Ouais, alors il y a un ou deux cas de figure. Il y a une carte qu'ils ont publiée dans le cadre justement de leur communiqué de presse, vous l'affichez actuellement à l'écran. Ouais. Alors désolé pour la qualité, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'il y avait. Mais le truc, c'est quand on regarde un peu la carte en question. Donc en bleu, il y a les parcs Cedar Fair et en rouge, il y a les parcs Six Flags sur cette carte qui est à Je vais l'écran. agrandir un petit peu pour que vous la voyez un petit peu mieux pour le coup à l'écran, sinon c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que finalement, tu te rends compte qu'il y a très peu de sites qui sont en concurrence directe, immédiate, à 100 à 200 km. En fait, c'est ça ce qui est marrant, c'est quand tu regardes cette carte, tu te rends compte qu'il y a finalement plus de parcs Cedar Fair qui se font concurrence à eux-mêmes, ou Six Flags qui se font concurrence à eux-mêmes carrément sur place. Oui, et puis alors en fait, parfois tu as des multipoints qui peuvent correspondre. C'est du resort. C'est du resort, c'est du parc aquatique extérieur, ce qui n'est pas le cas de tous les parcs Cedar Fair où en général leur parc aquatique est intégré au parc sec, alors que les Six Flags, les Hurricane Harbor, majoritairement c'est comme ça qu'ils s'appellent, sont des second gate, qui sont vraiment extérieurs. Ils sont séparés, oui, effectivement. Et d'ailleurs là, c'est l'opération, en fait, va faire que la compagnie qui va résulter de tout ça va peser à peu près 8 milliards sur la balance. Il y aura 42 parcs, si je dis pas de conneries. Alors, 42 sites, 42 dont sites 27 parcs, voilà. Et plus il y a 4 ou 5 resorts et les parcs aquatiques. Et les waterparks. Alors, je fais juste une parenthèse sur Six Flags Great Adventure, donc qui est dans le New Jersey, qui est donc le parc Six Flags qui est le plus proche de New York City. Great Adventure, il y avait le parc, le safari en voiture, donc l'équivalent du parc de Thoiry, mais à une échelle phénoménale. Il y avait un factory mall, tu sais, un mall avec les magasins d'usine, oui, les grandes marques avenues. Oui, c'est ça, marque avenue, ce genre de choses. Il y avait 4 ou 5 spots sur le site même. Tu vois, et dans mon souvenir, il y avait peut-être aussi un endroit genre mall avec restaurant, etc. Et tout ça, c'était le resort Six Flags dans le New Jersey. Un truc complet, quoi. Voilà. Alors maintenant, je crois que le Safari est encore là. Il me semble que le truc de Mark Avenue ou équivalent américain a été racheté par quelqu'un d'autre.
Donc, mais quand on regarde cette carte d'un peu plus près, que nous avons toujours à l'écran, effectivement, Oui, elle est toujours à l'écran. il y a plutôt une... Je dirais que c'est au Texas, hein, par exemple, il y a 2 parcs qui sont assez voisins. Ah bah même, regarde sur la côte ouest. Et T'en as 4 ou 5. Là, c'est la côte Est. Côte est, je pense à l'envers. Mais voilà, côte est, tu dois avoir America, tu dois avoir... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Ronde qui est... Là, il y a Carowinds. Non, la Ronde, c'est au Canada. C'est au Québec, c'est là. Et... Non, si, c'est un parc Six Flags, la Ronde. Pardon, je dis une sottise. La Ronde, c'est un Six Flags. Je dis une bêtise. Mais ce qui aurait été drôle, tu vois, par exemple, c'est qu'il y avait jadis un Six Flags dans l'Ohio. Il y avait un parc. Il y a donc un lac dans l'Ohio qui s'appelle Geaugalek. De part et d'autre de ce lac, il y avait 2 parcs. Il y avait le parc d'attractions proprement dit qui s'appelait Geaugalek, où il y avait des coasters classiques, machin, etc. Et de l'autre côté de ce lac, il y avait SeaWorld Ohio. Et Six Flags a racheté Geaugalek. SeaWorld s'est retiré du parc à poissons. Ouais. Donc Six Flags l'a récupéré. Ils ont fait Six Flags Ohio, qui s'est transformé en Six Flags World of Adventure pour ne faire qu'un seul et même parc. Donc, ils ont bouclé la boucle autour du lac pour joindre les 2 parcs. Donc, c'était assez ambitieux. Bon, ça s'est cassé la gueule et c'est terminé. Hein. Mais c'était quand même vachement ambitieux. Donc, il y avait quand même déjà un Six Flags dans l'Ohio. Mais en tout cas, ouais, il y a un potentiel énorme déjà, effectivement, Donc, quand on regarde la carte, ça ne se parasite pas trop. Non, ça va encore. Il y a quelques points sur lesquels... Ensuite, il y a des parcs, on en parlait aussi off. Quand tu vois l'état d'un Saint-Louis, quand tu vois l'état d'un America, tu te dis effectivement, soit ça va être revendu, soit ça va être carrément détruit, récupérer certains trucs qui sont sauvables du machin, les envoyer dans d'autres parcs. Ouais. Et puis voilà, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Bah, il faut voir aussi la valeur du foncier. Parce que si ça se trouve, ce serait vachement intéressant de revendre les terres. S'ils sont propriétaires des terres, ce qui n'est pas dit. C'est pas nécessaire, ça peut être des clauses un peu comme Disneyland, comme le parc à l'est de Paris, qui a une clause d'exclusivité d'exploitation du terrain pendant un certain nombre d'années, quoi. Mais le terrain n'est pas à eux. Donc, faut voir si ça vaut le coup de soit effectivement récupérer les machines, les redistribuer sur l'ensemble des sites, de fermer certains sites pour des raisons de rentabilité. C'est à voir. Mais encore, comme on le voit sur cette carte, il y a peu de phagocytage et je pense que les points qui sont contigus, quand ils sont de la même couleur, doivent... Surtout que c'est du Six Flags, ça correspond à du resort ou du parc aquatique. C'est du resort. Mais en tout cas, ouais. Et ensuite, là où c'est intéressant, mine de rien, c'est que c'est vrai que Cedar Fair, à la fois, va prendre 51% des parts de tout le bordel. Bon, 51,2 en vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est Six Flags qui est... alors, interprétation tout à fait personnelle, qui n'engage que moi. Six Flags est aux abois depuis des années. Oui, clairement. Mais aux abois, littéralement. Ils ont posé le bilan combien de fois, tu l'as dit? Oui, plusieurs fois. Cedar Fair, par contre, c'est un peu qualitatif. Cedar Fair, depuis le départ de Paramount sur la plupart des sites qui ont été après récupérés par Cedar Fair, c'est monté en qualité. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a un plateau de la balance qui est assez élevé, de parcs, mine de rien, à grosse machine, mais il y a toujours un souci de l'expérience visiteur, avec un entretien des espaces verts, avec pas une théma très poussée, mais un souci de décoration, un souci d'entretien. Donc ça, c'est Cedar Fair. Chez Six Flags, c'est grosse machine, on pompe le pognon, on vend de la bouffe de merde. Donc on est de ce côté-là de la balance. Il faut espérer que Six Flags est donc allé crier famine auprès de Cedar Fair. Je pense qu'il y a un accord qui est évident. Je suis sûr que c'est beaucoup plus compliqué que le 51-49. Bah surtout que le 51-49 montre qu'il y a quand même une volonté des 2 groupes de garder un certain niveau de contrôle. C'est-à-dire que typiquement, tu vas avoir les cadres de l'un qui vont partir de l'autre. Ça va être totalement interconnecté. Bah, à Merger, il va y avoir de l'écrémage, c'est évident. Parce que, voilà. Mais les personnes clés vont se retrouver de l'autre côté. Donc tu vas te retrouver avec des liens tellement serrés. Oui, du coup, ça va... Mais moi, le truc qui fait peur, c'est est-ce que Cedar Fair va faire les bons choix en disant on fait des réhab sur les Six Flags? Alors, réhabiliter un parc entier, ça coûte un bras. C'est des milliards. Voilà. C'est des milliards parce qu'en plus, ces machines sont un peu vieilles et dans certains cas, tu es obligé de te retaper les fondations et tout le bordel. Ben voilà. Là, ça coûte une blinde.
Donc, on espère que ce sera pas juste 3 plantes en pot et un coup de peinture, sur de la vieille peinture, tu vois, ce qui arrive. Donc, est-ce que Six Flags va pas tirer Cedar Fair vers le haut? Moi, j'espère que Cedar Fair va tirer Six Flags vers le haut. J'espère que Six Flags ne va pas tirer Cedar Fair vers le bas. Malheureusement, le problème technique, c'est que dans ce genre de situation-là, industriellement, en général, la réalité est toujours entre les deux. C'est-à-dire que malheureusement, Cedar Fair est en haut, va certainement redescendre un petit peu parce qu'il va y avoir tellement de coûts de structure, d'infrastructure, tellement de coûts d'investissement aussi à faire pour les nouveautés, parce etc. que ce sera effectivement au détriment des nouveautés dans les sites Cedar Fair. Ben oui, parce que du coup, ils auront les deux à gérer. Alors, on peut dire, oui, mais Six Flags peut continuer de gérer indépendamment de Cedar Fair. Ben, oui, mais non, en fait. Oui, mais non, c'est ce qui est intéressant de la reprise de Six Flags par Cedar Fair, c'est justement le souci de l'expérience visiteur dont fait preuve Cedar Fair, de la réappliquer au parc Six Flags. C'est retrouver, moi, les parcs Six Flags que j'ai connus dans les années 90, qui étaient des lieux de pèlerinage. Moi, pour moi, je pense, me concernant, ça me rappelle des boîtes dans l'informatique qui rachètent un concurrent, un truc comme ça, qui ont une gamme de produits énorme. Et finalement, tu dis, ah bah ça va être génial, ça va amener de nouveaux produits, de nouveaux trucs, etc. Et finalement, qu'est-ce que tu te rends compte? Bah déjà, on va commencer par couper dans les gammes pour ne garder que les hits. Et à partir de là, on a réharmonisé un peu les trucs. Je pense, c'est un avis perso, qu'il y a beaucoup trop de parcs. Je suis assez d'accord avec toi, Greg. Je pense qu'il y a beaucoup trop de parcs. Je pense qu'il y en a qui vont être revendus, d'autres qui vont être simplement fermés. Ils vont se focaliser sur les biggest hits, Great Adventure, Over Texas, etc., etc. Quelques-uns qui marchent bien, Great America. Ces trucs-là, je pense qu'ils vont les garder bien. Et là, tant plus qu'ils en ont déjà fermé des parcs Six Flags au cours des décennies qui viennent de s'écouler. Hein. Il y avait un autre parc au Texas qui s'appelait Astro World, qui était à Houston, qui a fermé. Il y a eu un parc Six Flags en Floride, qui n'a pas tenu longtemps, hein, mais il y en a eu un. Il y a eu d'autres trucs Six Flags. Ils possédaient des musées de cire. Enfin voilà, c'est une chaîne d'entertainment à une époque Six Flags. C'est un propriétaire d'actifs immobiliers. D'abord avant tout, c'est un exploitant immobilier. Oui, comme une célèbre marque de fast-food. Exactement. Voilà. Exactement. Le truc du coup, c'est qu'avec tout ça, c'est un avis personnel bien entendu. Hein, on est bien d'accord, mais ils vont pas tout garder. Ça, c'est certain. Il va y avoir de la casse là-dedans. Ils vont se focaliser sur les plus gros. À partir du moment où ils auront fait ça, ils vont certainement travailler ensuite l'image un peu commune, essayer d'harmoniser un petit peu l'image entre les différents groupes, enfin les différents parcs des anciens groupes, pour essayer de lisser un peu le truc, et certainement resortiser plus, et travailler peut-être certains pôles comme étant plus premium, et d'autres plus abordables, et avoir un peu un effet oui, parce gamme, que je pense. En même temps, il y a quelques parcs qui sont plus régionaux, enfin tu sais, qui sont de moins grande envergure, qui sont relativement propres, dont ils pourraient se séparer. Alors, Parques Reunidos pourrait très bien racheter certains sites. Ça ferait du cash flow pour réinjecter dans les Six Flags qui ont réellement besoin d'autre chose qu'un sparadrap sur une jambe de bois. Tu vois. Clairement. Surtout c'est un coup qui peut te plomber tout le Ah bah carrément. Donc c'est bon. Je veux dire, ils sont pas complètement cons non plus. Non, donc, le plan a été arrêté. Il y a des analystes financiers qui travaillent avec eux. Donc voilà. Encore une fois, ce sont nos opinions, nos craintes et nos espoirs. Voilà. Ensuite, nos craintes et nos espoirs, dans la mesure où nous, c'est vrai qu'on n'est pas très concernés parce que ce n'est pas notre continent. Mais c'est vrai que mine de rien, on est passé à ça que ça nous concerne. Si Six Flags avait réussi son implémentation en Europe dans les années 2000, qu'effectivement la CBN n'avait pas racheté grosso modo les Walibi, enfin les gros Walibi, etc., bah oui, ça nous concernerait aussi. Tu vois, on le voit avec Merlin, comment ça se développe. Tu vois, peut-être que Six Flags aurait racheté un site comme Heide Park en Allemagne. Par exemple. Peut-être que Six Flags aurait racheté Terra Mythica en Espagne. Peut-être que Six Flags aurait racheté Mirabilandia en Italie. Grosso modo, oui, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles... C'était l'époque où Six Flags appartenait à Time Warner et AOL. 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 Mais du coup, ouais, sur cette histoire-là, sur cette fusion, bien sûr, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations parce que c'est une stratégie qui va prendre une dizaine d'années pour se mettre en place. On parle de parc d'attractions. Déjà que sur un parc, c'est déjà un peu lent pour pouvoir faire venir des investissements. Alors en plus, imaginez bien, sur 42 sites, allez, on va dire une trentaine de sites vraiment intéressants et pertinents. Parce que sur des sites intéressants, il faudrait, par exemple, que si j'étais concerné, que s'ils m'avaient appelé, tu vois, je verrais sur certains parcs, par exemple, fermer un land, carrément, avec une palissade, en disant on le refait, etc.
mais on le refait pas tout de suite. On le met suffisamment à l'abri pour pas que les visiteurs puissent voir entre les, comme pas mettre du grillage à poules comme ils font maintenant, tu vois. C'est et surtout réinjecter l'argent pour se dire là c'est pas trop mal, là c'est donc réétoffer l'existant qui est déjà propre avant de s'attaquer au pourri, tu vois, pour plus rapidement possible redévelopper l'expérience visiteur. Après, tu l'as cité, tu as cité le cas d'Astroworld tout à l'heure. Généralement, les emplacements des parcs d'attractions, à proximité généralement de grands axes routiers. Astroworld, c'était une opération immobilière, c'est tout. Bah voilà, ça, mais le truc, c'est que à proximité de grands axes routiers, de centres urbains, etc., généralement, c'est de l'attrape molle. C'est typiquement le genre de truc, tu rases, tu as déjà plus ou moins un terrain qui a déjà été plus ou moins viabilisé, tu peux construire un centre commercial assez facilement dessus. Et mine de rien, ça, c'est tout de suite des opérations qui sont beaucoup plus rentables pour beaucoup. Donc ouais, effectivement. Alors, on prend un peu le chat. Oui, on va voir un petit peu ce qu'ils disent dans le chat. Est-ce qu'on peut remonter? Je sais pas si on a raté des choses. Après, c'était l'écho, donc non. Non, mais l'écho, c'est bon. Voilà, ok. Donc du coup, pour le coup, alors, Greg, t'as les dalles de plafond chaud qui annulent cet effet. Bon, après, il faut avoir le prix. Oui, enfin, l'écho, c'est plus un problème de positionnement et du fait qu'on utilise... Oui, je pense qu'en fait, le feedback venait que c'était mon micro qui captait la voix de Greg. C'est pas une réverbération qui vient sur le mur, c'est une double captation. Oui, tu me diras, on pourrait mettre aussi des abassons, ça réduirait l'effet. Ça réduirait l'effet, mais disons que là, le problème, quand on a les micros blancs, il n'y a pas de souci, quoi. Ah ouais. Non, mais là, en fait, il y a une raison pour laquelle on a ces micro-cravates, c'est qu'on est en train de les tester pour voir quelle est la qualité, parce qu'on a un autre projet dans l'avenir. Exactement. Donc on fait un petit peu. Mais moi je trouve, en fait, très sincèrement, je trouve ça pas mal de pouvoir ne pas être collé avec l'esquimau dans la bouche. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Peut-être essayer de trouver des micro-cravates. Il faudrait peut-être trouver. Fermées. Oui. Ils sont très ouverts. Il faudrait des hypercardio en fait, c'est ça. Certainement. Ouais. Alors hypercardioïdes, qui sont donc des micros qui sont canalisés vraiment. C'est ultra directionnel. Ultra directionnel. Grosso modo. Donc. Mais bon, en tout cas, ça fait déjà le café, quoi, grosso modo. Donc, continuons un petit peu. Oui, alors... Universal qui débarque au Texas, mais sur un tout autre public. Oui, qui font un parc plus... déjà un parc de petite taille et plus orienté aux enfants, effectivement. Ça diversifie l'offre. Ouais. En fait, ils savent faire, ce truc, mais tu sens tellement qu'ils sont en train d'attaquer Disney sur tous les fronts en mode « Ah, regardez, tiens, hop, on va se positionner là, puis on va essayer de faire du... » C'est pas surprenant. Ils ont tellement laissé la porte ouverte de l'autre côté, enfin bref. Non, puis il y a quand même beaucoup de gens de la maison à oreille qui sont partis chez Universal. Hein. Bien sûr. C'était quel parc qui a été racheté par Six Flags et qui a fermé direct après pour déplacer des coasters intéressants comme Green Lantern ou Akachonge, enfin bref, Green Lantern, quoi. J'ai oublié, mais ils l'ont fait avec donc Six Flags Ohio, puisqu'ils ont démonté la plupart des trucs qu'ils ont après répartis dans les autres parcs, mais ils l'ont quand même exploité sur site. Six Flags Texas over Spirou, bon, s'il te plaît, non, merci. Mon Dieu. Mais non, voilà. Mais ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter sur ce sujet-là? Parce que c'est vrai que pour le moment, on espère. Non, on espère. On a la crainte que Six Flags tire ses d'affaires. Je pense que ça fera monter les Six Flags qui étaient un peu, qui resteront dans l'escarcelle Cedar Fair, eux vont monter un peu. Les pires vont être revendus ou les sites non stratégiques par rapport aux choix que seront faits sur la vision long terme. C'est des plans de 10 ans, 15 ans. Toi, puis en termes de resort, rien n'empêche de déléguer le service. Tout à fait. Tu vois, c'est de faire appel, tu vois, t'appelles Hilton, t'appelles Courtyard Marriott, t'appelles des gens comme ça en disant « Voulez-vous exploiter notre hôtel ?» Comme ça, ils se sortent du truc, ils touchent les dividendes. En plus, tu peux avoir un gain immédiat en termes de popularité, parce que mine de rien, ce sont des marques qui sont assez connues aussi, du Marriott, du Hyatt, des trucs comme ça. Ce sont des marques fortes elles aussi. Ça peut t'apporter un côté premium ou une attraction absolument. Justement de la part de leur clientèle à elles vis-à-vis de ce genre de truc. Mais moi, j'ai peur. Je pense qu'en réalité, oui, tu vas avoir du Cedar Fair ils garderont au top du top 1 ou 2 parcs pour être leur premium expérience. Donc, attendez où est-ce que les prix montent, je pense. Un lissage ensuite. Ce qui serait malin, tu vois, quand on disait tout à l'heure, je ferme une zone et je réhabilite les trucs, etc., ce serait justement dans ces cas-là, de ne pas augmenter, mais voire de baisser un peu le prix. Normalement, oui. Tu vois, pour refidéliser tu baisses la capacité, mais tu essayes de refidéliser tes clients. Ou tu fais de l'alternative. C'est-à-dire que soit tu baisses le prix, soit ce que tu fais, c'est que tu offres plus de services, ou des trucs qui ne te coûtent rien, qui te font moins rentrer d'argent, mais qui vont pas te coûter ostensiblement, on va dire.
Des trucs genre les photos du tour gratuites, enfin, photos du tour, on s'en fout, tu sais, en format numérique, pouf, voilà, tu la récupères, puis voilà, t'es content avec ton ticket. Il y aurait aussi une solution, ce serait, par exemple, de déléguer la restauration. Comme l'a fait à un moment Merlin, qui avait un accord avec Burger King, puisque dans tous les parcs Merlin, en restauration, tu pouvais acheter du Burger King, du Pizza Hut ou du Taco Bell. Voilà. Alors, c'est pas hyper premium comme expérience, mais quand tu vas dans ces fast-food, tu sais à quoi tu t'attends. Non, mais t'as un niveau de standardisation. Voilà. En fait, t'as deux trucs, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, je pense que personne n'est dupe parmi les gens qui vont chez Six Flags. Je parle pas des gros, mais les petits Six Flags. Ceux dont on parlait, Saint-Louis, America, personne n'est dupe. Toutes les personnes qui sont déjà allées ne vont pas aller bouffer dans la restauration. Enfin, quand tu vois la gueule des plafonds et de l'entretien général, tu te dis non. Non, la nourriture doit être pleine de maladies. Tu t'es dit, tiens, c'est marrant, je pensais pas être entré aux toilettes. Mais du coup, non, bien entendu. Donc, Shit flag. Ouais. Voilà, exactement. Mais l'idée ici, c'est que avec effectivement de la délégation de restauration, tu peux redorer ton image en fait simplement en faisant que une boîte va gérer elle-même le truc. Toi tu possèdes les locaux, eux ils vont aménager tout le bordel à l'intérieur. Et ensuite eux gèrent l'exploitation. Certes, tu n'as plus qu'une part sur ce qui est gagné là-dedans, mais finalement tu peux redorer le blason et tu peux aussi faire que des gens qui se disent bon non je veux pas aller bouffer dans le parc, c'est hors de question. Là vont peut-être se dire ah tiens il y a un truc bon ça fera l'affaire et ils peuvent prolonger et rester la journée complète. Donc c'est peut-être pas déconnant. Donc c'est marrant si on retourne 30 et quelques années en arrière, même un peu plus, parce que Six Flags, ça a été créé dans les années 60, se dire que Six Flags, ça a démarré avec un parc. Quand c'était au pic de la vraie période Six Flags, ils avaient donc 7 sites sur l'ensemble des États-Unis. Cedar Fair, c'était 2 parcs. Donc c'était Cedar Point dans l'Ohio et Valley Fair dans le Minnesota. Donc Cedar Fair, ils l'ont eu plus tard, ils l'ont acheté plus tard, Knott's-Berry. Beaucoup plus tard. Ouais, beaucoup plus tard, parce que ça a très longtemps été la propriété. C'était un parc familial, famille Knott. Qui était indépendant, oui. Voilà, qui était complètement indépendante. Et ainsi que des tas de... Après Cedar Fair a racheté Carowinds, se sont récupérés les Kings Island, Kings Dominion après le départ de Paramount, et ainsi de suite. Donc mais c'est marrant de se dire, même les nains ont démarré petits, tu vois. Il faut bien démarrer quelque part. Bon, cela dit, quand tu crées un groupe Cedar Fair et tu as quand même Cedar Point dans ton portefeuille, tu perds pas perdant. Hein. Tu démarres pas perdant, c'est ça que je veux dire. En tout cas, je me dis que là, quand même, mine de rien, avec toute cette quantité de parcs, la carte américaine a une sacrée acné. Alors, pourquoi ils vont peser dans le game? Parce qu'avec la petite trentaine de parcs maintenant, admettons, je crois qu'on est à 27 exactement des parcs, mais admettons, ils en ferment 2, on est à 25 parcs. T'imagines la mutualisation des achats? Ah là, bonjour Vekoma, on veut vous prendre votre Vecopack STC voilà. Plus Famille Boomerang. On en prend combien? 12. Voilà, et si tu es un peu malin sur la répartition de tes nouveautés, c'est-à-dire que tu vas prendre X trucs chez Vekoma, que tu vas implanter de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence d'un parc à l'autre, et ainsi de suite. Déjà, 6 Ampère-là se chipent dessus. C'est au-delà. Non, mais les Ampère-là, ils vont aller refaire King Dakar. C'est pas que ça. Au fait, tiens, à propos de propulsion, Accelerator a rouvert à Knott's-Berry Farm. Voilà. Je ne montrerai pas dedans. Voilà. Mais il n'empêche que, ouais. Cool, oui, mais c'est un excellent. C'était le premier. C'était le prototype et ils ont gardé pour l'instant la catapulte à câble. Donc, mais bon, effectivement, Zamperla pourrait refaire Accelerator. Non, mais c'est pas que ça, c'est surtout que Zamperla, si effectivement ils réussissent Top Thrill 2, leur street cred va monter très fort dans le groupe là-dedans. Donc du coup, je te garantis. Dans cette gamme de produits, parce qu'ils sont quand même la street cred de Zamperla dans le flat ride, elle est impeccable. Le package, j'imagine tellement le package avec du Zamperla qui te retraque un truc, un machin, un bidule, et qui te fait 2-3 flat rides enfin, ça arrose là. Ah ouais. Ça peut arroser très facilement. Donc là, je te garantis qu'il y en a chez Mac, chez Vekoma, chez Intamin, chez tous les autres qui sont en train de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Voilà, ils sont en train d'acheter, tu sais, des petits pulvérisateurs à la menthe pour aller parler aux gens, tu vois. Là, je te garantis que là, il n'y a pas là. Ouais. Il y a dû y avoir des discussions. Ah, mais il y a des discussions. Hein, il y a dû y avoir des discussions. Le mec qui se dit bonjour, je représente le groupe Six Flags Cedar Fair. Tout de suite, mais les gars, oui. Voilà, hein, c'est.
puis-je goûter à votre zizi? Je suis sûr qu'il a très bon goût. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Là, il quand aura un même. meilleur goût que de la bouffe de Six Flags. Oui, Mais bon, ouais, ça ouais. c'est autre chose. Mais dégueulasse. Mhm. Mais non, mais en tout cas, là, ouais, il n'y a pas là. Par contre, ça c'est dommage. C'est des trucs qu'on ne sait pas. Alors ça, c'est ce qui se passe en coulisses. Ça doit être très, très, très passionnant, quoi. On l'apprendra dans 2 ans, dans un an, lorsqu'ils commenceront à faire des révélations. Et là, on se rendra compte que, ah oui, d'accord, les petits cons, d'accord. Mais bon, en tout cas, Moi, ce que je souhaite, par exemple, dans mon cœur, Magic Mountain est un parc important. Mais c'est un parc magnifique d'un point de vue paysager. Très boisé, très fleuri, etc. J'espère, tu vois, si on pouvait revenir à ce niveau, que les allées soient entretenues, que même s'il y a un restaurant fermé, qu'il soit fermé proprement. Ouais. Tu vois, qu'il n'y ait pas trois pauvres poubelles devant la porte pour marquer... quand tu fermes un land pour réhabilitation, tu le cadenasses pas avec du grillage à poules. Bah voilà, quoi. c'est exactement ça, quoi. Pas l'impression que tu es dans un ghetto où on a juste barricadé une parcelle, quoi. Mhm. Que au moins la restauration ait l'air d'une restauration avec au moins des... Alors que je vous garantis qu'à Magic Mountain, à une époque, la restauration, elle était bonne. Hein. Partout. C'est juste qu'à un moment ou à un autre, évidemment, tu commences à jongler. C'est le problème, c'est toujours le cercle vicieux. Tu vas pas bien niveau finance, donc du coup, tu commences à couper dans les coûts. Mhm. Tu essaies d'éviter de trop toucher sur l'expérience visitateur, puis à un moment, tu commences à y toucher, donc du coup, le visiteur commence à grincer les dents, donc il n'y retourne plus, donc ça accentue le problème. C'est toujours le même souci. Mhm. Enfin bon. Dans le Alors, chat. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de Nibelas pour votre nouveau Six Flags, sinon on a des Disco Coaster, oulala. Bah oui, mais mine de rien, c'est quand même des attractions éprouvées, Bah, qui fonctionnent, qui ça prend pas beaucoup de place. plaisent. Ah bah, le Disco Coaster, si, ça prend quand même une place de malade. Oui, Mais, non, je veux dire, par rapport à des machines qui fournissent un certain niveau de sensation, Ouais. un Disco Coaster, c'est un truc Family Plus, quand même, en termes de trucs. Quand tu arrives à tourner et que tu arrives en haut, tu as un petit peu de sensation. Quand même, Bah oui, quand même. Ouais. Faut regarder un peu, faut écouter simplement ce que les gens gueulent. Hein. Donc voilà. Par rapport à l'emploi. Capacité de merde, mais bon, ça... Malheureusement, ça oui, mais bon. Après, bon, on verra ce que ça va donner sur ce dossier-là. En tout cas, on le suit. On en parlera certainement dans Puissance Park dès qu'il y aura des grosses annonces. Certainement, mais ça nous paraissait important de vous faire part de notre ressenti quelques semaines après l'annonce officielle de cette fusion entre Six Flags et Cedar Fair. Exactement. Et du coup, pour transitionner en qualité, eh bien, on vous propose de parler d'un sujet qui est beaucoup plus, malheureusement, français. Ouais, et beaucoup plus triste. Et triste, malheureusement, parce que, autant, tu vois, c'est le truc, pour moi, ça a été un coup de tonnerre, cette annonce, parce que du coup, je m'y attendais pas, parce que on en voyait souvent de leurs produits, mine de rien. On en voyait très souvent, partout. Et des produits qui sont bien finis, qui sont propres, qui sont mignons. Il y en a un même pas loin, là, pour le coup, d'ici. Pour le coup, et ben, on va parler de Concept 1900, les amis. Parce que comme vous avez certainement dû l'entendre malheureusement dans les news, et ben oui, Concept 1900 a malheureusement coulé. Est en liquidation judiciaire. Donc, Exactement. ce qui implique on espère qu'il y aura un repreneur. Ouais, enfin, non, je crois qu'il y a eu déjà des offres de reprise. Alors, ce qui se passe, c'est que Concept 1900 est on va dire, en opération de sauvegarde, sous respiratoire artificiel quand même, depuis le mois d'avril 2023. C'est à partir de septembre dernier où il y a quand même la sonnette d'alarme qui a été tirée parce qu'il y avait des salariés qui n'arrivaient pas à être payés, par exemple. Et c'est une petite boîte, hein, ils sont une quarantaine dedans. Saint-Quentin, c'est ça, je crois. Ils sont à Saint-Gobain dans l'Oise, donc dans les Hauts-de-France. Ils ont d'ailleurs... Une industrie de fous furieux à Saint-Gobain, parce que t'as eux et t'as aussi le vitrier Saint-Gobain. Alors, justement, ils occupent un des anciens entrepôts du vitrier. Et Vitrier qui était associé à Pont-à-Mousson même à une époque, tu vois. Oui, puis ils ont plusieurs sites, hein. Il y en a un pas très loin de chez mes parents. Saint-Gobain, c'est eux qui sont spécialisés sur tout ce qui est verre très particulier. Ouais, des verres feuilletés, des verres ou des verres de taille un petit peu atypique. Voilà. Donc ils savent faire ça. Donc Concept 1900, c'est une boîte qui existe depuis 1983, si je me souviens bien, donc qui a 40 ans. Et qui est parti de la passion de son fondateur, que je salue au passage. Je le connais pas bien, mais j'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises du temps où je travaillais dans le business des loisirs. Lui, il est cavalier, il est un vrai dada, toi. Et il était passionné de manège de chevaux de bois. Et
en chinant, on va dire, il avait récupéré des éléments de manège anciens et il s'était dit, j'ai envie de créer le manège de chevaux de bois idéal. Donc, en utilisant des technologies modernes, parce que les sujets sont en fibre de verre, ne sont plus en bois sculpté tels qu'ils étaient Oui, à l'origine, il a recréé le manège de chevaux de bois à l'ancienne. Tu vas pas pouvoir mettre du vernis M2 ou M1 dessus. Ah bah si, crois-moi que les coques... Pour le bois ne va pas faire vrouf comme tes sujets. Non, mais oui. N'est-ce pas? Bon, s'ils avaient été en bois, ils auraient peut-être pas brûlé. Tu vois? Ah, d'accord. Ouais, parce que le bois, le gros bois sculpté bien dense, je sais plus ce qu'on utilisait d'ailleurs comme bois pour sculpter les sujets de manège, avant que ça prenne feu, ça prend feu, c'est du bois, mais avant que ça prenne feu, t'as intérêt à avoir un gros briquet, hein, parce que d'ici à ce que la femme commence réellement à consommer le truc, faut se lever de bonne heure. Donc voilà, donc c'est parti de ça, et c'est triste parce que on n'a que très peu de constructeurs d'attractions en France. Ah oui. Et Concept 1900. Version, Concept 1900. Voilà, bah c'était les 3 leaders, on va dire. Après, il y a des plus petits fabricants, des plus petits prestataires qui font du polyester, qui sont souvent aussi des partenaires industriels pour Reverchon ou Soquet, etc. Mais là, en fait, chez Concept 1900, tout était fait à la main, donc c'est vraiment construit à l'ancienne, avec le thème du manège de chevaux de bois. Ils avaient quelques modèles. Un des modèles, ensuite, ils se sont un petit peu développés, mais toujours dans le thème rétro. Ils ont fait le Jules Verne, qui est probablement leur manège le plus connu à l'international. Et il me semble que à Val d'Europe, il y en a un. Oui, il y en a. Je crois même que celui qui est juste là, à côté, là, ici, c'est en train. Ouais. Il me semble. Quand tu dis ici, sur YouTube, les gens savent pas où on est. Hein. Normal, c'est le but de... je suis ici et partout. Voilà. Nous sommes dans les terres. Donc, le manège Jules Verne avec le petit sous-marin, le petit avion, le petit dirigeable, etc. Super beau manège, en plus. Ils en ont fait ça pour des picards. Hein. Donc, ils en ont vendu partout dans le monde. Ils ont une capacité de production d'environ 20 manèges par an. Et ils avaient le vent en poupe, tu vois, jusqu'en 2020, où les effectifs étaient le double. Ils étaient presque entre 70 et 80 personnes à travailler avec des corps de métier qui n'existent plus. Tu vois, de savoir tourner des pièces, fraiser des pièces et des choses. Maintenant, ce sont des robots qui font ça. Mais là, toutes les pièces du manège étaient fabriquées à la main. Et ils sont pris, dans un premier temps, le Covid dans la gueule. Tous leurs projets de commande se sont plantés, parce qu'évidemment, tous les parcs, rappelez-vous, ils étaient fermés. Non, puis surtout, les municipalités, les centres commerciaux, parce que c'est... Tous les endroits recevant du public étaient fermés au public. En plus, même pas déjà des spécialistes de l'entertainment ou bien de la partie un peu plus attraction, ont paniqué en voyant Covid arriver, là où un parc se disait, bon ben voilà, on a déjà connu des crises, des trucs, des tempêtes, des machins, voyons voir un peu, mais d'autres ont dû décommander, mais à tout va, je suppose. Dans des domaines... alors, ça a été le premier coup de sabre, on va dire. Premier coup de massue. Donc, vous imaginez la complexité de gestion qui suit ce type de période, où c'est une espèce de fuite en avant avec une espoir de redémarrage. Donc, petit à petit, les commandes reviennent. Et ce qui se passe, l'année dernière, démarrage de la guerre en Ukraine, donc blocus import-export avec la Russie. Alors il s'avère que, manque de bol, la Russie était probablement le meilleur client de Concept 1900. Ah, merde. Il y avait une appétence pour ce style de manège un peu vieille France, parce qu'en plus les frontons, etc., sont décorés avec des images de la France classique. Et manque de peau, la Russie et les pays de l'ancien bloc soviétique étaient le principal client de Concept 1900. Donc, encore une conséquence de cette crise ukrainienne, délirante, absurde, et voilà, qui entraîne je dirais la chute. On espère qu'ils vont pas complètement tomber. Moi, j'ai espoir quand même qu'il y ait un repreneur, parce que il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Puis merde, encore une fois, si on peut avoir tous les domaines industriels sur lesquels la France peut arriver à justement briller un peu et à faire de l'export, c'est une bonne chose. Donc, au-delà de
Au-delà de tout ça, bah oui, ce serait quand même bien qu'il puisse se passer quelque Alors, chose. sur Évian-d'Art, oui, ils ont fait effectivement un manège sur les vélos tel que le modèle d'origine qu'on trouve au musée des Arts Forains à Paris. Tu pédales. En fait, c'est people powered, effectivement. Ce sont les visiteurs assis sur les vélos qui Très écolo. font fonctionner, complètement, qui font fonctionner le Limite, manège. t'es malin, tu fous un gros générateur en plein milieu, tu fais. Tu peux produire ton light show sur le manège déjà. Oui, tu fais tourner. Limite, tu sais, ça pourrait même être un truc, alors je sais pas si ça a été fait, mais tu sais, un truc comme ça sur un carreau, où tu pédales pour le démarrer, justement, et pour qu'à la fin, t'aies l'orgue de barbarie et tout qui se déclenche. Ça peut être drôle, comme ça. Pédale plus vite, on joue faux. Après, bon, évidemment, t'as des revendeurs d'amphétamines qui vont se retrouver à côté. Enfin, il y a un business, quoi, tu vois. Alors voilà, alors qui pourrait reprendre je serais surpris que ce soit repris par quelqu'un de l'industrie. Parce que un concurrent qui disparaît, ça ferait le bonheur des fabricants italiens, et je ne pense pas aux Amperla nécessairement, même si je pense qu'il y a des carousels à leur catalogue. Donc voilà, donc il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait la passion de ça, ou, alors truc miraculeux, que ce soit repris carrément par les salariés de l'entreprise. Ça s'est déjà vu. Les salariés, ça peut être aussi un gros industriel qui n'a rien à voir, qui est sur l'automobile, des trucs comme ça, qui peut avoir effectivement un coup de cœur sur l'entreprise, sur ses capacités, sur l'industrie, ce que ça représente, parce qu'il y a quand même il y a des métiers qui ont une sacrée valeur, mine de rien, effectivement, avec tout ce qui est le travail de la fibre de verre, avec tout ce que tu as cité. Ce sont quand même des actifs industriels, des capacités industrielles. Maintenant, espérons que ce ne soit pas une reprise, si jamais il y en a une, pour dépecer la mariée. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. Hein. C'est soit justement pour s'en débarrasser définitivement, mais conserver les connaissances industrielles et artistiques. Tu vois. Donc voilà, tous les espoirs sont permis. En tout cas, petit clin d'œil à Johan, qui est notre Johan Soupli à nous, qui est celui qui nous a prévenus, parce qu'en fait, lui, il habite pas très loin de l'endroit où se trouve Concept 1900. Concept 1900 qui fabriquait aussi, tu sais, le jeu qu'on voit, il y en a un par exemple au jardin d'acclimatation, tu sais, où tu lances une balle et ça fait avancer un petit cheval dans un décor et on fait une course comme ça, un derby ça s'appelle. Voilà, je cherchais le nom, ça s'appelle un derby. Et il fabriquait aussi ça. Je les avais consultés aussi pour ça, une fois, pour un autre projet. Un petit stand. Un petit stand dans un endroit pour parler de chevaux. Mais donc, voilà, on espère que Concept 1900, qui fait partie des fleurons de l'industrie du loisir en France, sera repris par un investisseur intelligent et passionné. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Donc, voilà. Alors, si vous avez quelques millions d'euros... Non, on déconne, mais bon, on déconne à moitié... si jamais, voilà, espérons qu'effectivement ça puisse donner quelque chose. Parce qu'encore une fois, c'est toujours chiant quand tu as une boîte française qui en plus se démerde et trouve moyen de faire de la qualité. Et en plus, là, littéralement, effet Covid, effet double effet. Ah bah oui, c'est absolument. C'est la première lame coupe le poil et la deuxième poil coupe le poil avant qu'il ne se rétracte. Là, c'est vraiment triste pour eux. Donc, courage à tous les employés de Concept 1900. Courage à vous. On pense à vous, en tout cas, très fort. Et puis, on espère que ça va trouver quand même une issue un peu plus heureuse que ce n'est embrayé à l'heure actuelle, quoi. Bon, super, on a plombé la soirée. Tu vois, il n'y a plus personne qui parle dans le chat. Mais d'un autre côté aussi, voilà, encore une fois, nous sur Puissance Park, on parle du côté de l'industrie. Oui, on aime bien analyser les choses comme ça. Et alors, on les analyse un petit peu avec c'est l'analyse du samedi soir. Oui, c'est ça. C'est le côté analyse du café du commerce. Ouais, voilà, effectivement, voilà, c'est du ressenti personnel. Patron, maintenant ça. Voilà. La petite sœur. Non, mais voilà, on est en mode, on livre plus un point de vue personnel, un ressenti, c'est à ça que ça c'est là, vous savez très bien, on prépare vite fait la liste de sujets, on a un peu nos idées, notre rider, et puis voilà, on brode dessus ensuite en improvisation par rapport à ce que l'on sait. Mais en tout cas, voilà, donc on espère en tout cas que vous avez passé une bonne petite soirée tranquillou. Oui, c'était tranquillou, hein, voilà, on a fait 1h20 d'émission, c'est bien comme c'est correct. C'est propre, c'est de bon goût. C'est propre, c'est chanchichi. Voilà, effectivement.
Mais écoutez, sur Et ce... avant qu'on aille se coucher, est-ce que vous avez des questions, les amis puissantes et puissants dans le parc? le temps que ça vienne... il y a Mika qui dit que c'était sympa. Merci Mika. Bon courage avec Blender, cher Mika. Oui, bon courage pour l'ensemble de ton projet. Voilà, oui. J'attends beaucoup. Voilà. Ça fait très envie, crois-moi. Donc bon. En tout cas, les amis, en attendant que vous posiez des questions, j'en profite pour faire un peu le forçage. Vas-y, fais la grande roue du forçage, où on peut acheter plein de choses si on est sage. Tu veux que je balance un jingle ou Non, c'est pas la peine. Non, ça ira comme ça. Donc en tout cas, écoutez les amis, bien entendu, où est-ce que vous pouvez nous retrouver? Vous le savez, pour le coup, sur puissancepark.fr, c'est sur Amiral, c'est là que se retrouvent tous nos contenus, nos liens vers les réseaux sociaux, etc., les liens vers les plateformes sur lesquelles, du coup, on publie nos contenus, comme vous le savez, comme YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, SoundCloud, là, tout me vient comme ça, tel bel parce que je suis éclaté. Puissancepark.fr. 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 Voilà. Vous retrouvez également, bien entendu, si vous voulez nous soutenir, dont en puissancepark.fr ou la boutique sur laquelle vous pouvez porter la puissance hype. La puissance hype et la collection Transdémonium, valable jusqu'au 31 décembre 2023. Voilà, et bien entendu, on n'oublie pas nos amis là, qui étaient encore là ce soir, justement, pour animer un petit peu le chat Twitch avec nous ce soir pour le coup. Décidément, il y a Nainai qui part complètement en vrille parce que mon micro n'est plus assez fort, la pauvre. Mais pour le coup, tous ceux qui ont fait un petit coucou à Filmo, à Vador, à toutes les personnes qui animent le Discord de Puissance Park que vous retrouvez bien entendu sur Discord. Et alors, toi, je fais une petite connexion, c'est que il y a régulièrement sur notre boutique des promotions, et ces promotions, on les annonce sur le Discord. Il y a parfois des 20-40% de ristournes sur certains objets de la boutique. Donc c'est sur Discord qu'on les annonce, parce que parfois ça dure que quelques jours. Voilà, et donc du coup, avec tout ça, normalement, on a fait un peu le tour. Il y a Mika qui nous pose la question, à quand le prochain live? Écoute, on sait pas trop. Ouais, je sais pas, quand il nous poussera des plumes. Ouais, bon, ça peut arriver, ça sait-on jamais, mais non, on va certainement essayer d'en faire un ou deux en décembre. Ah oui, oui. La période, quand même, voilà. Voilà, là c'est novembre, c'est le mois mou un peu, on se fait tous chier en novembre. Donc, voilà, oui, c'est plus Halloween, c'est pas encore Noël. Voilà, exactement. Ah, et puis attends, Halloween, on a bombardé quand même cette année. Quand même, ouais. On a trois épisodes, dont 2 lives. Ouais, puis en plus traduit. Ouais. Oui, un épisode. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, on a une super interview de Sébastien Rosenbaum, qui était le chef de projet de Traumatica, l'événement Halloween d'Europa Park. C'est peut-être une des dernières fois qu'on fait ça avec du doublage, avec nos voix en réel, parce que je vous cache pas que pour l'épisode de 1 heure, il a fallu à peu près 6 à 7 heures de travail, les amis. C'était un enfer, mais bon, voilà, en tout cas, c'est sorti. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra faire du doublage directement avec de l'IA. Si YouTube sort bien se sortir les doigts du cul, ce serait un grand plaisir. Mais donc voilà, en tout cas. Donc, écoutez, on espère que ça vous va de votre côté. Non, je n'ai pas. Alors, on nous pose la question, est-ce que vous avez des infos du procès du Rocher Mistral? Non, je n'ai pas de nouvelles informations à ce jour. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, je vous invite à aller revoir l'épisode qui est la rediff d'un live Twitch qu'on a fait cet été, qui explique ce qu'est le Rocher du Mistral. Donc c'est un château en Provence qui est un petit peu qui présente des attractions et des spectacles un peu dans l'esprit, à la manière du Puy du Fou, à plus petite échelle, et en plus c'est un réel site historique, donc ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'ils ont maille à partir avec la municipalité. Voilà. Donc allez revoir cet épisode, et effectivement, dès qu'il y aura du nouveau, d'ailleurs, le Rocher Mistral nous avait remercié pour cet épisode. Dès qu'il y aura ils n'étaient pas au courant du tout. Non, c'était pas une communication commerciale. Voilà, qu'on soit bien d'accord. C'était une découverte. Donc je trouvais que ça valait le coup de parler d'expériences un petit peu différentes que des gros coasters ou des Nebulaz. Et donc le Rocher Mistral nous a remerciés, et on attend effectivement de voir la suite de leurs histoires, puisque je résume vite fait. Ils avaient un projet d'extension au pied du château pour faire une zone de spectacle et une zone thématique. Et ils sont tellement en bisbille avec la mairie que c'est après on va dire, je schématise, après un préaccord, la mairie n'a pas finalisé l'accord. Donc tous les mois de retard faisaient que le Rocher Mistral était en train de faire un procès à la mairie.
pour les dommages et intérêts. Et ça se chiffre en millions d'euros. Voilà. Ouais, comme quoi les décisions. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense que pour ce soir, on a fait le tour des sujets dont on avait envie de parler. Donc du coup, merci beaucoup Jean-Marc. Merci Greg. Voilà, et bien merci beaucoup à tous pour le coup de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Puissance Park. On se retrouve sur les réseaux sociaux aussi pour le coup. Ouais. Donc bon, sur ce, très bonne soirée à tous. Et à très bientôt les puissants. Salut les puissantes et les puissants. À bientôt.